Bonsoir à tous. PD, Makoumé, ces mots sont à bannir de votre vocabulaire parce qu'ils sont homophobes. Les personnes non hétérosexuelles en souffrent tous les jours. Vivre sa différence sexuelle aujourd'hui à la Martinique, thème du colloque organisé par Cap Caraïbes hier dans le cadre de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Vous allez m'expliquer ce que c'est tout ça. Pour nous en parler, le président de Cap Caraïbes, Mathieu Girard, bonsoir. Le secrétaire. Oui, le secrétaire. Bonsoir. Bonsoir. Florence de Toré, vous êtes psychologue, bonsoir. Oui, bonsoir. Et nous avons par téléphone avec nous Nadia Chonville, qui est doctorante en sociologie. Bonsoir, madame. Bonsoir. Vous nous entendez parfaitement? Oui, je vous entends parfaitement. Donc, c'est comme si vous étiez dans les studios, vous intervenez quand vous voulez. Dès qu'on dit une bêtise, vous intervenez. D'accord. Mathieu Girard. Guérard, pardon. Guérard, avant de rentrer véritablement dans le vif du sujet, on sait ce que c'est à peu près que l'homophobie, mais la transphobie et la biphobie, qu'est-ce que c'est? Bon, tout ça, de toute façon, ce sont ce qu'on appelle aujourd'hui des diversités sexuelles, c'est-à-dire des personnes qui ont une orientation sexuelle qui n'est pas la même que celle qu'on considère comme étant la norme, puisque la plus nombreuse, c'est-à-dire l'hétérosexualité. Donc voilà, ce sont tout simplement des gens qui manifestent soit par leur amour, soit par leur diverses formes, quelque chose qui est en rapport avec l'orientation sexuelle. Et ces gens-là souffrent donc d'une discrimination qu'on appelle soit l'homophobie, si ce sont des personnes qui couchent avec d'autres personnes du même sexe. On va appeler ça de la lesbophobie si ce sont donc des femmes qui couchent avec d'autres femmes. La transphobie, c'est pour les personnes donc transsexuelles ou transgenres. Donc les personnes, si vous voulez, qui se sentent hommes dans un corps de femme ou femmes dans un corps d'homme et qui vont entamer donc une procédure, si vous voulez, de transformation. Et puis... La biphobie, c'est pour les bisexuels. Voilà, exactement, vous avez tout compris. Donc tous ces gens-là, évidemment, aujourd'hui subissent différentes formes d'agression dans la société. On peut le voir quotidiennement, si on a un peu l'œil averti. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros problème de conscientisation et que les gens ne se rendent pas compte souvent qu'ils peuvent avoir des attitudes ou des propos homophobes. Je préfère parler d'attitudes ou de propos plutôt que de personnes homophobes, parce que tout le monde est amené à évoluer. Il suffit simplement après de désirer d'avancer un petit peu sur cette question-là. Est-ce que tous, nous ne sommes pas en quelque part homophobes? Oui, tout comme on peut être un peu raciste, comme on peut être un peu... De toute façon, on entend tellement tout et son contraire dans toute notre enfance, quels que soient les adultes qu'on côtoie, sur justement des termes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, PD Makoumé, ou alors sale nègre, ou alors le youpin, enfin bref, on pourrait trouver comme ça des termes qu'on sort à travers une phrase qu'on dit souvent, une blague ou second degré, mais si la personne qui est à côté de vous est une victime potentielle de la phrase, bah évidemment, elle ne va pas forcément le manifester, elle va l'enfouir au fond d'elle, et puis ça va nourrir une colère qui, à la fin, finir par détruire soit la personne elle-même, soit son entourage, soit etc. Nadia Chonville, je le disais tout à l'heure en début d'émission, PD Makoumé, ce sont des mots qui sont à bannir de notre vocabulaire? Alors, il s'agit là d'insultes, et donc forcément les insultes ont toujours existé dans le langage courant, dans les sociétés. Elles sont cela dit symptomatiques aussi de la population que l'on souhaite rejeter dans une société. C'est pas pour rien que si vous regardez en France, par exemple, vous allez entendre vous allez voir des régions où on va dire putain tout le temps. Ça veut pas dire que les putains sont devenus des personnes respectées dans ces sociétés-là. Donc dire que Makoumé c'est rentré dans les mœurs après tout, non, ça reste une insulte. Alors généralement quand on est bien élevé et qu'on se comporte bien, on essaie de ne pas dire d'insultes. Je ne sais pas si dire comme ça radicalement qu'il faut le supprimer du vocabulaire, c'est pas en faisant une loi qu'on supprime un mot du vocabulaire, mais simplement, disons d'un point de vue scientifique, je crois que ce qui est intéressant c'est de prendre conscience en fait des raisons pour lesquelles quand on a besoin d'insulter quelqu'un en Martinique, on va utiliser ce terme-là. Et lorsqu'on a cette prise de conscience, effectivement, on va se rendre compte que ce n'est pas juste une insulte anodine, mais qu'elle a du sens. Et comme l'a dit le secrétaire de l'association Cap Caraïbes tout à l'heure, effectivement, que lorsque
vous avez en face de vous des personnes qui peuvent être sensibles à cette insulte, eh bien là vous êtes en train de blesser quelqu'un. Donc quelque chose qui pourrait paraître aux personnes qui utilisent le terme parfois presque innocent, en vérité, a toute une histoire et a un impact particulièrement fort. Et à partir du moment où les gens en ont conscience, ils utilisent moins ce genre d'insultes. Oui, mais utiliser le mot Macoumé à la Martinique ne veut pas systématiquement dire qu'on parle d'un homosexuel. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Utiliser le mot putain dans le sud de la France ne veut pas forcément dire que l'on parle d'une putain, mais ça veut bien dire que les putains sont des personnes qui ne sont pas respectables. Donc c'est seulement ce que je peux dire à ce sujet, c'est que l'emploi quotidien du mot Macoumé comme insulte en Martinique est symptomatique du fait que pour les Martiniquais, les homosexuels ne sont pas des personnes respectables. Si c'était des personnes respectables, l'insulte n'aurait plus aucun sens et elle ne serait plus utilisée. Florence de Toé, où en est l'homophobie à la Martinique? Alors c'est vrai que moi je travaille avec Cap Caraïbes depuis le mois de décembre. Je ne suis pas une spécialiste en fait de la question de l'homophobie. Nous avons commencé à travailler ensemble parce que nous avons en fait un projet qui est la mise en place de groupes de parole. Mais sur ce qui est de la question de l'état de l'homophobie en Martinique, je pense que Mathieu sera plus en mesure de vous répondre. Mais de toute façon, le problème, c'est qu'on n'a pas de chiffres, on n'a pas de statistiques. Les plaintes pour agression homophobe ne sont pas enregistrées. Donc aujourd'hui, on n'a aucun chiffre qui peut, à la limite, faire qu'on va avoir un discours qui tient la route. Aujourd'hui, on est basé sur des ressentis, sur des conversations, sur des choses qu'on va entendre. Mais il ne faut pas oublier quelqu'un qui se fait agresser. Comme je vous le disais tout à l'heure, quelqu'un qui se retrouve à côté d'un groupe où il y a le mot Macoumé qui va être lâché, il se fait agresser. Mais il ne va pas aller porter plainte. Voilà. Et quand ça se reproduit plusieurs fois par jour, que ce soit à l'école, pour un collégien, parce qu'à l'école, ça y va. Hein, et les adultes, ils réagissent pas toujours à ce qu'ils entendent dans la cour, parce que finalement, ce sont des gamins, on les laisse faire, et du coup, on entretient ces vocabulaires-là. Donc voilà, c'est pour dire aujourd'hui où on en est en termes d'homophobie. On sent que quand on discute avec les gens... Ça grandit ou... Ouais, il n'y a pas d'animosité chez les gens. Quand on discute avec quelques personnes que ce soit, la plupart du temps, on est très bien accueillis et les gens sont ouverts à la discussion. Et on sent qu'ils ont envie d'en parler, ils sont intéressés par le sujet. On voit bien justement pendant cette semaine où on fait un peu le tour des médias, comment on est très sollicité et comment il y a une demande du public à ce niveau-là. C'est un peu dommage qu'après, pendant un an, on n'en parle quasiment plus. Ou alors c'est sous le coup de faits divers, comme on a pu avoir en Guadeloupe il y a quelques semaines de ça, ce fait divers atroce de ce jeune qui s'est fait violenter et séquestrer pendant 3 jours à cause de son orientation sexuelle. Et on n'est pas loin des Ilan Halimi, des histoires qu'on a eues en France, qui ont marqué les esprits. Aujourd'hui, aux Antilles, on n'a pas l'impression que ce genre de drame bouleverse la société, et alors que on est sur des choses qui sont abominables pour une société, d'avoir des gens comme ça qui font des choses pareilles et que ça ne choque pas plus que ça. Alors on pourrait se dire que les gens ont d'autres chats à fouetter, mais malheureusement je crois qu'il n'y a pas de choses qu'on peut laisser de côté. C'est soit on essaye en effet de tous vivre ensemble, c'est toujours ce fameux mot qui revient en ce moment, mais on en est là aujourd'hui à Cap Caraïbes. On lutte pas uniquement contre l'homophobie, on essaye de lutter contre toutes les discriminations, contre toutes les choses qui ferment les portes, qui séparent les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut que les gens aussi se soulèvent. On voit des gens de plus en plus en colère dans la rue, mais il y a peut-être d'autres façons aussi d'exprimer sa colère. Ça peut être justement en allant travailler au sein des associations. Ça peut être aussi une colère qui s'exprime à travers l'art. Mais malheureusement, c'est pareil, les artistes, on les entend pas beaucoup sur ce sujet-là. Même si quelques chanteuses, aujourd'hui, commencent un peu à évoquer le sujet, des histoires d'amour comme ça, entre fans, dans des chansons, notamment dans le dancehall. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de travail. Alors, vivre sa différence sexuelle aujourd'hui à la Martinique, c'était le thème du colloque organisé hier à Fort-de-France. Où en est la situation aujourd'hui après le vote de la loi Taubira? Par rapport au mariage, vous voulez dire? Florence de Toé n'a pas envie de parler.
Non, mais après, vous posez peut-être pas forcément les questions qu'elle pourra... Parce que là, vous parlez du nombre de mariages qu'il y a pu avoir en Martinique, par exemple? Non, pas spécialement. Le thème de la conférence était vivre sa différence sexuelle aujourd'hui à la Martinique. Non, mais quand vous parlez de la loi Taubira... Est-ce que la loi Taubira vous a facilité un certain nombre de choses? Est-ce que les choses se sont améliorées avec la loi Taubira? Par rapport au mariage, je voulais dire. Hein, quand vous parlez de la loi Taubira, c'est la possibilité pour les homosexuels de se marier. La loi Taubira. Oui, mais... c'est cette loi-là, vous parlez? Oui, la loi Taubira a ouvert le mariage aux homosexuels, mais a ouvert également... Parce que ça commence à dater, hein, tout ça. Donc, mais a permis également aux homosexuels de mieux s'exprimer, de mieux vivre leur sexualité au grand jour. Je pense. Quand on a vu la manif pour tous qui a suivi... quand on voit aujourd'hui d'ailleurs la plupart des membres quelques membres de la manif pour tous être accusés d'agression sexuelle ou de pédophilie, ça on se rend compte qu'en effet, bon je sais pas, moi je saurais pas quoi vous dire là, à ce niveau-là. Je sais pas si Nadia veut... Oui, à ce niveau-là, ce qu'on peut dire, c'est que la période du débat sur le mariage pour tous a eu un intérêt particulier, c'est qu'elle a ouvert le débat. Et enfin, moi, je m'intéresse vraiment à la situation martinico-martiniquaise. En ce qui concerne la Martinique, auparavant, l'homosexualité était un tabou. Lorsque je travaillais sur la question avant la période du mariage pour tous, il était assez difficile de faire parler les gens. À partir du moment où il y a eu le débat national sur le mariage pour tous, parler de ce sujet est devenu tout à fait normal. Ce qui a permis aux personnes qui étaient indifférentes à la question de se renseigner sur l'homosexualité. Ils n'avaient rien contre les homosexuels, rien pour, rien contre, juste voilà. Des personnes qui étaient indifférentes à la question ont pu se rendre compte d'à quel point les homosexuels pouvaient souffrir de ces petits mots dont on parlait tout à l'heure, ou de l'ambiance homophobe sur notre territoire. Et donc, ces personnes qui étaient indifférentes auparavant ont pu développer un discours autour de l'homosexualité qui n'existait pas auparavant parce que c'était un tabou. Par contre, on a aussi en face, effectivement, des crispations de groupes conservateurs et aussi de personnes qui, à la base, alors il faut séparer les deux, mais du coup, des personnes qui étaient particulièrement homophobes à la base, avant même la loi sur le mariage pour tous, n'ont pas changé d'avis. Et même se sont plutôt retrouvés dans une situation où ils ont la sensation qu'on leur a imposé une loi venue d'ailleurs. Et donc, on voit en même temps, en parallèle, se développer un discours de plus en plus violent contre les homosexuels, parce qu'on rentre dans une espèce de stratégie de résistance contre une loi qui favorise la situation des homosexuels et qui serait venue d'ailleurs. Donc le bilan est un peu mitigé pour l'instant. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas savoir comment ça va se passer dans les prochaines années. Une chose est sûre, ce qui est intéressant pour les associations que vous recevez, c'est l'ouverture du débat qui permet vraiment aux personnes de s'exprimer, qui permet aussi aux homosexuels, jeunes ou moins jeunes, de s'exprimer, de se sentir moins enfermés dans une vie clandestine. C'est-à-dire que maintenant, ils ont la légitimité, ils ont la possibilité de dire qu'ils existent, de sortir de ce qu'on appelle le placard. Et ça, du point de vue de l'acceptation de soi, qui est la question dont parlait le colloque d'hier, c'est particulièrement important pour ces individus qui, du coup, vont avoir plus de facilité à se retrouver avec eux-mêmes, à s'accepter, à faire aussi le monde les accepter. Donc ça, c'était le côté positif. Maintenant, tout n'est pas tout rose, effectivement. Les personnes qui étaient déjà très opposées à l'homosexualité n'ont pas changé d'avis comme ça en 3 ans, ça c'est clair. Et Nadia Jonville, avec ce thème hier soir, vivre sa différence sexuelle aujourd'hui à la Martinique, qu'avez-vous voulu faire ressortir? Alors, j'ai répondu déjà à l'appel de Cap Caraïbes, donc j'ai essayé de répondre à leur questionnement. J'ai pu, en fait, en ce qui me concerne, faire part des conclusions des enquêtes que j'ai menées tout au long de ma thèse, qui touche bientôt à sa fin, et puis j'ai aussi fait part des choses que j'ai relevées dans le cadre de mes entretiens. C'est-à-dire qu'il y a des enquêtes quantitatives, vraiment, pour voir à quel point certaines parties de la population peuvent développer des discours homophobes, et puis aussi tous les entretiens que j'ai pu mener avec des personnes pendant ces, disons, 5-6 dernières années. Et donc, ce que j'ai pu amener comme réponse, c'est un peu ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que l'amélioration du climat permet aussi une meilleure acceptation de soi. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, vivre son homosexualité en Martinique semble être moins enfermant, comment vous dire, c'est vrai que quand j'ai commencé mes travaux sur la question en 2009-2010, on tentait vraiment que ces vies étaient vécues dans la clandestinité. Alors qu'aujourd'hui, avec par exemple l'existence de cette association, Cap Caraïbes, eh bien, les homosexuels martiniquais et les transsexuels aussi sentent qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, qu'ils ont des lieux où ils peuvent se rencontrer, avoir une vie sociale hors de cadre purement privé et presque clandestin. Donc je crois que là, il y a vraiment une amélioration qui est significative pour ces personnes. Je voudrais rappeler aux auditeurs que l'homophobie est un phénomène qui est particulièrement violent et que par exemple chez les jeunes, il y a 4 fois plus de suicides chez les jeunes homosexuels que chez les jeunes hétérosexuels, et ça c'est pas dû au fait qu'ils soient homosexuels, mais simplement ces tentatives de suicide sont motivées par le rejet que vivent ces personnes dans leur cadre familial et dans le cadre scolaire notamment. Donc là, l'amélioration de la situation est très importante et peut sauver des vies. Donc on parle de choses là particulièrement sérieuses. Florence de Toré, est-il difficile de vivre sa sexualité quand on est homosexuel à la Martinique? Alors, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour une personne qui a une orientation sexuelle qui est différente de l'hétérosexualité? Elle se heurte à des normes, elle se heurte à des valeurs, elle se heurte à des savoirs même, qui se posent comme des normes dans notre société. Ce qui va rendre difficile justement le travail de construction de soi, parce que lorsque la personne se construit, elle se construit en s'appropriant un certain nombre de normes, de savoirs, de valeurs, dans un mouvement d'autonomisation, de recherche de pouvoir, de recherche de maîtrise sur soi, sur son rapport aux autres, son rapport au monde. D'accord ? Mais en face, cette appropriation-là étant assez laborieuse, violente, difficile, conflictuelle pour ces personnes, justement la construction de soi devient difficile. Et en face, lorsque ces personnes sont rejetées, parce que finalement ce n'est pas seulement leur sexualité qui est rejetée, c'est la personne dans sa totalité, parce qu'on parle d'orientation sexuelle. La personne est complètement discriminée? La personne est complètement discriminée, parce que finalement... même sur le plan professionnel? Alors, sur le plan professionnel, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que lorsque on parle d'orientation sexuelle, on ne parle pas seulement de sexualité, on parle aussi de sentiments, les sentiments que la personne a vis-à-vis d'elle-même également. D'accord ? Donc, ce qui se passe, c'est que la personne est dévalorisée dans sa totalité. Donc, effectivement, elle se sent mal, elle est dans un mal-être qui est total. Parce que c'est sa personne qui est rejetée, finalement, ce n'est pas que son orientation sexuelle. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que c'est la personne qui est rejetée. Donc, sur le plan professionnel, également, il peut y avoir un impact, bien entendu. Y compris sur le plan familial, finalement, dans sa vie globale. Bien sûr, après, tout dépend les corps de métier aussi. Hein. C'est vrai qu'il y a des corps de métier qui sont beaucoup plus ouverts, justement, à la diversité que d'autres. D'ailleurs, les stratégies aussi vont s'orienter. Vous allez voir, c'est vrai que certaines personnes peuvent penser que certains corps de métier accueillent favorablement les homosexuels. En fait, quand on regarde bien la situation, on voit aussi que les homosexuels, dès très jeunes, se rendent bien compte qu'il vaut mieux pour leur sécurité, pour leur bien-être, pour leur équilibre personnel, qu'ils s'orientent plutôt vers des activités professionnelles où on ne va pas justement les considérer comme des sous-hommes ou comme des sous-femmes. Donc on va avoir effectivement, d'un point de vue professionnel, des corps de métier où il y aura où les homosexuels vont préférer s'orienter simplement pour pouvoir vivre tranquillement. Mais je crois que d'un point de vue professionnel, ce qui est assez significatif en Martinique, c'est que la plupart des jeunes homosexuels partent, tout simplement. Ils partent, pas par choix économique, pas par envie d'ailleurs, mais simplement parce que très tôt, très jeunes, depuis leur enfance, ils ont très vite compris que vivre en Martinique, dans une ambiance telle qu'elle est aujourd'hui, ne leur permettrait pas de s'épanouir et d'être heureux. Et donc de très nombreux
jeunes Martiniquais partent. Ce qui fait qu'en tant que chercheuse, du coup, je me rends compte que la population à étudier est surtout une population jeune, bien qu'il y ait évidemment des homosexuels de tout âge en Martinique, mais les mineurs sont nombreux à être en Martinique en souffrance. C'est pas parce que les adultes ne connaissent pas beaucoup d'homosexuels qu'il n'y a pas la même proportion d'homosexuels que partout dans le monde, chez les mineurs. Et ces mineurs-là, l'une de leurs options majoritaires, c'est de s'en aller. Et c'est quand même terrible lorsqu'on a une partie de la population qui est obligée à quitter son pays parce que son pays ne peut pas la supporter. Pourquoi un Martiniquais ne peut pas vivre pleinement son homosexualité à la Martinique? Oh, il peut, mais il y a quand même là, évidemment, je ne voudrais pas dramatiser, il y a quand même... Pourquoi est-il obligé de partir? Il y a quand même des couples qui y arrivent, mais prenons le portrait robot de la situation, disons, mauvaise. Encore une fois, c'est pas du tout la situation générale. Pensez à cet enfant, par exemple, qui a grandi pendant la période du mariage pour tous et qui entendait tous les soirs à table des débats passionnés sur la question. Ah, mais les homosexuels, mais c'est une abomination, on a fait l'homme et la femme qui doivent, voilà, et il n'y a pas d'autre moyen, c'est contre nature, c'est voilà, c'est sale, c'est de la dépravation, c'est du vice, je vous en passe et des meilleurs. Donc je prends vraiment la situation du pire. Cet enfant, il a entendu tout ça. Lui, il est à l'école primaire et il est amoureux d'un petit garçon qui, comme vous avez été amoureux, monsieur, certainement, peut-être d'une petite fille quand vous étiez en primaire, certainement. Donc comme n'importe quelle personne parmi les auditeurs a pu connaître cela. Eh bien, lui, il intègre cela, il se rend compte que c'est les premiers petits sentiments qu'il a eus depuis tout petit. Il sait très bien que ça, c'est pas possible, c'est contre nature, c'est sale, c'est pervers, tout ce que vous voulez. Donc là, il intègre tout cela et pendant toute son adolescence, il va grandir avec cette impression de faire quelque chose de grave, de condamnable, de sale et qui ne sera jamais accepté par sa famille. Donc là, naît une situation qui peut l'emmener aussi à prendre des risques, à vivre cette sexualité, à débuter sa sexualité pendant l'adolescence, dans la clandestinité, avec des comportements qui peuvent être des comportements à risque. Encore une fois, c'est l'exemple du pire. Et donc, une fois arrivé à l'âge adulte, il n'a peut-être jamais dit à ses parents qu'il était homosexuel, il a tout fait pour le cacher. D'ailleurs, vous le savez certainement pas. Et puis finalement, il s'en va, il part parce que il n'a pas d'autre option pour pouvoir envisager un jour de vivre une vie heureuse et de vivre seulement son homosexualité. C'était lié à une époque, ça n'existe plus. Ce que je suis en train de vous raconter existe toujours, puisque je suis moi-même en contact avec des jeunes que je suis dans le cadre de mes travaux, qui sont en train de prendre cette stratégie. Des jeunes, parce qu'on entend beaucoup les jeunes qui parlent, et ceux que vous pouvez, les situations que vous pouvez juger, ce sont uniquement celles des jeunes que vous allez entendre parler. Mais cela, c'est une minorité. Ceux qui s'expriment, ceux que vous allez voir s'exprimer, ceux qui vont vous sembler parfois même peut-être excessifs, à la limite, ce sont ceux qui sont le moins en danger, puisque eux, ils ont déjà passé ce dont on parlait hier, cette étape de l'acceptation de soi. Mais ceux qui sont vraiment en danger, qui vivent un mal-être terrible, c'est ceux que vous n'entendez jamais parler, ceux qui n'ont jamais exprimé leur homosexualité et qui la vivent refoulée parce qu'ils savent que jamais leurs parents ne pourraient l'accepter. Ceux-là, je les entends, les associations certainement les entendent aussi, et ceux-là, effectivement, ce sont les premiers à partir. Florence de Touré. Oui, alors je voulais intervenir tout à l'heure parce que vous avez parlé justement sur le plan professionnel. Ce que je voulais dire, c'est que la non-acceptation de soi va vraiment, possiblement en tout cas, amener les personnes à être en dépression, à abuser d'alcool, de substances illicites, à faire des tentatives de suicide. Donc, les rapports à risque. Oui, les rapports à risque dont parlait Nadia tout à l'heure. Donc effectivement, ça peut complètement envahir toute la vie et polluer toute la vie d'une personne. Donc oui, je pense que c'est important, c'est très important d'en parler aujourd'hui parce qu'on parle de la santé de beaucoup de personnes. Oui, et puis ça touche toute la famille, évidemment. Les parents qui voient partir leur enfant comme ça... Après, je pense qu'il y a aussi beaucoup de secrets de polichinelle. Les parents n'arrivent pas à parler à leur enfant, ils le voient partir et certains ne reviennent plus pendant 10, 20, 30 ans.
Et c'est vrai qu'on pourrait croire que c'est une situation passée, mais ça, il faut faire très attention à cela. Il faut faire très attention à cela parce que du coup, les jeunes qui sont en souffrance aujourd'hui peuvent avoir l'impression que personne ne va s'occuper d'eux parce que l'homophobie c'était avant. Il y a beaucoup de jeunes dans cette situation en ce moment à la Martinique, Nadia Champagne. Et il y en a forcément un certain nombre, il n'y en a pas non plus Qui ne parlent pas. Donc c'est très difficile à estimer, si vous voulez. Très difficile à estimer, mais si on considère que dans la population humaine, d'une manière générale, partout, en tout temps, il y a 10% de la population qui n'est pas exclusivement hétérosexuelle, et bien dans cette population, il y a ceux que vous voyez, ceux que vous connaissez, et puis tous les autres, et bien à partir du moment où ils ne s'affichent pas, comme on dit dans le langage courant, eh bien vous pouvez considérer qu'ils sont en souffrance, effectivement. Tous ces jeunes qui ne parlent pas, qui ne montrent pas, qui n'expriment pas leur homosexualité, peut-être que la plupart des gens sont très contents qu'ils soient discrets. Si j'écoute effectivement la plupart de mes témoins, j'ai l'impression que la Martinique serait bien plus heureuse si les homosexuels étaient invisibles. Mais en vérité, des homosexuels invisibles sont des homosexuels en danger, parce que lorsque vous faites disparaître quelqu'un de la société, vous le faites aussi disparaître en tant qu'être vivant, en quelque sorte. C'est nier son existence, donc c'est très dangereux. Donc oui, ces enfants, ils sont, je vous laisse faire le calcul, ils sont nombreux. Je ne pourrais pas avancer un chiffre, ce serait malvenu, mais en tout cas, je me rends compte en ce qui concerne les discours, que les jeunes aujourd'hui ont encore des discours homophobes particulièrement présents. Et ils ressentent davantage le phénomène de l'homophobie par rapport aux adultes. Je crois qu'ils sont plus conscientisés parce qu'ils ont grandi avec les débats dont on a parlé tout à l'heure. Donc ils ont davantage conscience de la portée de leurs paroles. Et c'est peut-être d'ailleurs plus inquiétant. Enfin, là, c'est quelque chose sur quoi je suis en train de réfléchir aujourd'hui. Donc je partage avec vous mes réflexions. Mais en fait, lorsqu'on parlait par exemple du terme Macoumé tout à l'heure, ou même des discours sur l'homosexualité, on pouvait se dire que quelque part, comme c'était tabou avant, eh bien, on n'avait pas de conscience de la résonance et de l'impact de ces mots-là. Alors que quand vous avez un jeune aujourd'hui qui se paye la tête d'un garçon parce qu'il trouve qu'il est féminin, ou d'une fille parce qu'il trouve qu'elle est masculine, celui-là, il sait très bien de quoi il parle. Parce qu'il a grandi avec ce débat-là. Donc il n'y a rien d'innocent là-dedans. Donc les agressions homophobes des jeunes aujourd'hui, elles sont particulièrement conscientisées. Donc oui, il y a encore une certaine violence. Et puis des discours, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous disais que les débats étaient aussi très clivés et que vous aviez d'un côté des gens qui étaient indifférents, qui maintenant prennent position et ne vont pas laisser les homosexuels se faire marcher sur les pieds ou injurier. D'un autre côté, vous avez aussi des personnes qui restent sur des positions très homophobes et qui vont développer des discours contre l'homosexualité particulièrement violents, chez les adolescents aussi. Alors, c'est pas tous les adolescents, c'est une minorité, évidemment. Le problème, c'est qu'une minorité suffit. Il suffit que vous ayez une personne dans votre classe qui vous fait la guerre et c'est suffisant, pour vous mener à des situations psychologiques très difficiles. Donc il s'agit là d'une minorité. Là encore, j'aurais du mal à vous donner un chiffre précis puisque je suis en train de terminer. Je vous invite à ma soutenance avec plaisir. Mais pour l'instant, en tout cas, je peux vous dire que c'est une minorité significative des jeunes qui ont encore des propos et des comportements homophobes particulièrement violents. Alors la question que je vais poser s'adresse à vous trois, tous les trois. Quel message vous auriez aimé faire passer ce soir ? Alors, pour ma part, justement, les personnes qui sont en souffrance et qui sont pour beaucoup dans le silence, on a du mal justement à les aider, à les accompagner puisqu'elles se cachent. Et moi, ce qui me semble du coup très très important, ce sont les mouvements de revendication, finalement les mouvements collectifs qui sont visibles et qui peuvent permettre justement une évolution au niveau de la société. Parce que ce qui fait que ces personnes se cachent là, c'est bien parce qu'elles sont rejetées. Donc je pense qu'effectivement, ce qui me semble pertinent, c'est de toucher la masse, de toucher la société pour permettre à ces personnes d'exister, d'être vraiment elles, en fait. Mathieu ? Ouais, moi j'ai envie de dire à chaque personne qui nous écoute d'être vigilant aux gens qu'ils aiment, qui les entourent, d'être d'être capable d'être capable de parler de sexualité sans tabou, et puis de pouvoir forcément aussi dire à leurs enfants qu'ils les aiment malgré tout. Aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut libérer cette parole, que les homosexuels invisibles
se disant discrets, eh bien aussi commencent à accepter de se montrer, d'en parler avec leur entourage, parce que je vous assure que c'est la plupart du temps très bien accepté par les gens à qui on en parle. Et du coup, voilà, aujourd'hui, le message qu'il faut faire pour que les choses avancent, c'est en parler et être vigilant. Nadia Chanville, quel message vous aurez aimé faire passer ce soir? Oh, eh bien, en tant que scientifique, j'ai bien envie de profiter de votre antenne pour aussi faire un appel à témoins, parce que nous avons besoin des témoignages, et ils ne sont pas assez nombreux, justement à cause de cet ostracisme. Donc j'invite vraiment toutes les personnes qui souhaitent parler de ce sujet, des personnes aussi, des jeunes ou des moins jeunes qui seraient en souffrance, qui seraient dans ce silence, à contacter l'association Cap Caraïbes, qui est là vraiment pour les aider. Et puis vous pouvez aussi me joindre, donc moi, mon mail qui permet de me joindre, c'est nadia.chanville@gmail.com. N'hésitez pas à prendre contact avec moi, parce que nous avons besoin effectivement de témoignages pour pouvoir faire avancer la science, faire avancer les recherches sur cette question, et du coup aussi participer à apporter des éléments qui permettront au pouvoir public et aux associations comme Cap Caraïbes de lutter contre les phénomènes homophobes aux Antilles. Florence de Toé, il y a beaucoup de gens à la Martinique qui ont des difficultés à vivre leur sexualité. Alors, comme je le disais tout à l'heure... J'ai pas besoin de chiffres. Alors, même en dehors des chiffres, c'est-à-dire que c'est une réalité sur laquelle je me penche, à laquelle je m'intéresse depuis peu. Oui, puis on peut parler justement un petit peu de cet échec, entre guillemets, des groupes de parole qu'on a essayé de lancer il y a quelques mois avec Florence. Et on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas prêts encore pour venir rencontrer une psychologue en groupe et parler de ça avec elle. Donc il y a tout un travail aussi, je pense, vraiment de déculpabilisation à la fois des homosexuels, mais aussi des gens qui peuvent se sentir homophobes, parce que j'entends aussi ça des fois, des gens qui en ont marre qu'on les traite d'homophobes. Et ça, je l'entends. C'est-à-dire qu'il y a une démarche de conscientisation qui est en train de se faire, mais qui n'est pas complètement aboutie. Et parce que ça fait que 3-4 ans, finalement, qu'on le rabâche un petit peu une fois par an. Mais à côté de ça, on ne voit pas forcément les dirigeants politiques, culturels ou religieux prendre la parole avec conviction là-dessus. Et puis soutenir aussi les associations, parce que ça coûte énormément d'argent de faire des statistiques, de faire des thèses. Et aujourd'hui, on fonctionne sans subvention, uniquement avec l'aide de nos sympathisants. Et voilà, donc on vous encourage à venir samedi soir au Carbet, dans un pub qui s'appelle le Garage Beach. Et on organise une soirée justement pour essayer d'un petit peu de collecter des fonds, pour rencontrer les gens du Nord Caraïbe et puis les autres aussi. Et on vous invite de 19h30 à minuit pour cette soirée conviviale où il y aura des jeux, des surprises, pour pouvoir justement continuer toujours cette démarche de conversation, de discussion et d'évolution. Oui, allez-y. Alors je voulais rajouter que, effectivement, comme disait Mathieu, les personnes concernées sont très, comment dirais-je, n'osent pas venir en groupe de parole. Et ça montre à quel point ces personnes sont en souffrance et probablement très honteuses, en fait, de leur orientation sexuelle, pour pouvoir venir dans un endroit où il y a une certaine sécurité, en passant par une association Cap Caraïbes, parce qu'on a essayé on a bien réfléchi en tout cas à comment inviter ces personnes. Donc la souffrance et la honte et sont suffisamment grandes pour que ces personnes ne viennent pas. Donc vraiment, je tiens à redire que le changement, les mouvements collectifs de revendication et d'évolution des mentalités me semble très, très important pour ces personnes. Et Nadia Chanville, je crois qu'il serait important également de rappeler aux gens que quand on est homosexuel, on n'est pas malade. Ah oui, tout à fait. Il ne s'agit pas là d'une maladie, ce n'est pas un point de vue, mais vraiment une réalité scientifique. Il se trouve que l'homosexualité est un phénomène qui existe dans l'humanité, et d'ailleurs pas seulement dans l'humanité. On a pu constater l'homophobie maintenant, l'homosexualité, c'est-à-dire des rapports entre personnes entre individus de même sexe chez pas mal de mammifères. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça concerne 10% de la population humaine qui n'est pas exclusivement hétérosexuelle. Alors je vous dis ce chiffre-là, on pourrait
en dire d'autres, hein, mais c'est celui sur lequel on s'accorde le plus, on va dire, hein, vraiment, sur toutes les études qui ont pu être faites, voilà, c'est sur quoi on va s'accorder. Et il ne s'agit pas du tout d'une maladie, ce n'est pas transmissible, ce n'est pas non plus quelque chose que l'on peut changer, et je crois que ça c'est fondamental de le faire passer comme message. Je vous assure, pour les personnes qui nous écoutent, que l'être humain, pendant le XXe siècle, a essayé toutes les formes de torture possibles et imaginables, en passant par des petits trous dans le cerveau, des électrocutions et autres choses horribles, et en passant aussi par des processus spirituels, etc., pour essayer de transformer un homosexuel en hétérosexuel. Alors, quand on souffre beaucoup, on finit par dire ce que la personne veut que l'on dise, mais sur le long terme, ça ne fonctionne pas. On ne change pas l'orientation sexuelle de quelqu'un. Par contre, on peut faire souffrir beaucoup quelqu'un et traumatiser très profondément quelqu'un en essayant de changer son orientation sexuelle. Et donc, si c'est aux personnes qui pensent qu'il s'agirait là d'une maladie ou de quelque chose de réversible, je propose de faire l'expérience, d'essayer d'imaginer, si vous êtes hétérosexuel, que ce soir ou demain, vous ayez à faire l'amour avec quelqu'un du même sexe que vous. Et là, vous vous rendrez compte de ce que vous demandez de faire à un homosexuel lorsque vous lui demandez de devenir hétérosexuel. Il ne s'agit pas d'une maladie, il s'agit de normal. Quand on est hétérosexuel, on ne peut pas se découvrir un jour homosexuel. En fait, ce qu'il se passe lorsque vous voyez des personnes qui, du jour au lendemain, comme ça, on a l'impression qu'elles deviennent homosexuelles, le plus probable, hein, je ne vais pas dire de certitude sur ce point, parce que peut-être des psychanalystes auraient plein de choses à dire, mais le plus probable, en fait, c'est que vous avez une personne qui était certainement bisexuelle lorsqu'elle était enfant, c'est-à-dire qui a toujours, qui à la base appréciait les deux sexes, et qui dans une situation d'homophobie comme la Martinique s'est concentrée sur son orientation hétérosexuelle, qui est celle qui est autorisée par la société. Vous avez aussi des personnes qui passent une grande partie de leur vie à faire comme s'ils étaient des hétérosexuels, à se mentir à eux-mêmes et à mentir au reste de la société par des processus de refoulement. Donc ces personnes se mentent à elles-mêmes et mentent au monde entier, mais pas volontairement, si vous voulez. Ce sont simplement des stratégies de survie dans un monde hostile. Et donc un jour, vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas comme ça passer toute votre existence. Oui, vous ne pouvez pas passer comme ça toute votre existence à ne pas être vous-même, et c'est là qu'on arrive à l'acceptation de soi. Effectivement, certaines personnes peuvent du coup commencer à vivre vraiment leur sexualité très tard dans leur existence. Nadia Chonville, merci. Bravo. Florence de Toré, merci. Mathieu Guérard, merci. Merci à vous. Bonsoir à tous. Le Flash, le journal de France Inter. Bonsoir. Des actes inqualifiables commis par des individus extrêmement violents. Les mots hier soir du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve après l'incendie d'une voiture de police à Paris hier midi alors que des policiers étaient rassemblés place de